Bonjour et bienvenue dans ce nouveau flash critique, et ce coup-ci, point de bavardage, on va commencer directement avec les critiques. Après tout, c'est quand même ça le but de l'émission. En VF, Puta Madre numéro 3. 3 numéros de sortie, 3 bons numéros, Puta Madre est vraiment une bonne série, en plus d'un bon spin-off à Mutafukaz. La série continue de se développer, cette fois-ci, dans 2 nouvelles directions, celle de la survie en tant que récupérateur, puis en tant que petit nouveau dans un gang de bikers. L'ambiance favela mexicaine est toujours aussi prégnante, et bon sang que l'histoire est cool. On est à la moitié de la série et je vous le dis clairement, elle fera partie de mes gros coups de cœur de cette année. N'hésitez pas à la lire, bon sang. Suprême tome 2, édition d'Argo. Entre les 2 tomes français, il s'est passé 7 ans. L'éditeur d'Argo ayant plus que traîné pour éditer la suite. On pourrait croire que c'est à cause d'un manque de qualité, mais pas du tout. Le titre suprême continue sur sa lancée, même si, suite à la fin du tome 1, il a lâché la structure un aspect de Superman passé à la loupe par épisode, pour se consacrer à de grosses sagas. Et surtout ici, le point fort sera mis sur les ennemis, et notamment sur l'avatar de Lex Luthor, alias Darius Dax, et cela d'une façon tout aussi réussie que l'approche effectuée sur Superman. On peut regretter un peu la perte de l'effet de surprise, la série réutilisant certains mêmes effets, ce qui pourrait sembler lassant pour certains. Mais ces effets sont toujours aussi pertinents et utiles à l'histoire. Une très bonne suite, même si je la trouve personnellement un peu en deçà du tome 1. Principalement parce que, comme les sagas sont plus longues, moins de thèmes sont abordés. Et aussi que la saga des méchants évadés a des passages assez bizarres, notamment chez les Clinton. Enfin, je vous laisse regarder et vous faire votre propre avis sur le sujet, mais la partie introspection sur Superman marche toujours du tonnerre. Kid Eternity. Alors que les années 80 sont allées pour laisser la place aux 90s, Grant Morrison s'est allié à Duncan Federico pour réinventer un personnage du Golden Age, Kid Eternity, un gamin mort avant son heure, et qui peut invoquer tous les personnages possibles et imaginables. Et pour aider à cette réinvention, Grant Morrison s'inspire de l'ambiance onirique de Sandman, qui a déjà commencé depuis un petit moment à ce moment-là, et choisit avec Federico de s'inspirer de l'ambiance graphique du Arkham Asylum, lui-même fait par Grant Morrison. Le récit peut paraître déroutant à la première lecture, avec sa relecture sous acide de la Divine Comédie de Dante, mais bien intéressante à découvrir, et à donner un petit peu le ton de ce qu'allait devenir la ligne Vertigo, qui n'existe pas encore. À lire pour tous les curieux. Justice League Adventures. Basé sur le dessin animé Justice League des années 90-2000, il s'agit des 12 premiers numéros de la série de comics, sortis grosso modo à la même époque. Et si certaines histoires ressemblent à des épisodes un peu bas de gamme, d'autres se révèlent pas mal bons, avec une mention spéciale pour la dernière histoire du recueil. Et cette qualité n'est sans doute pas étrangère aux auteurs que l'on y retrouve, jugez plutôt Titan Palton, Fabian Nicieza, Dan Slott, Mike W. Barr et plein d'autres. Bref, du beau monde publié étrangement en collection Urban Kids, alors que les principaux acheteurs visés sont ceux de ma génération, qui ont grandi avec le dessin animé, donc plus trop des gosses. Mais cela donne droit au prix avantageux de 10€ fixe et un format souple dont je ne me plains pas. Au contraire, Urban, pourrais-tu envisager du souple pour d'autres collections, car je t'assure, ce format n'est pas une infamie, loin de là. Bisous. The Mighty Thor, tome 1. Jason Aaron est un scénariste qui n'a fait que du bon sur Thor, et qui a su donner un nouveau souffle au dieu nordique. Et le fait de rendre Thor indigne et de faire qu'une femme se rende, elle, digne de soulever le marteau est un très bon développement. Certes, ce n'est pas la première fois qu'une femme soulève le marteau, mais c'est sans doute le meilleur moment pour voir cela de manière plus développée. Et Jason prend clairement son temps en gardant le mystère sur l'identité de la déesse du tonnerre pendant tout ce tome, et même encore un petit peu après. J'aime beaucoup Thor et j'aime beaucoup ce qui a été fait sur cette nouvelle version, que je conseille sincèrement, même si ce tome en particulier fait intervenir la Roxxon, qui est une compagnie que je n'aime pas trop, mais bon, il faut bien commencer par quelque part, et c'est forcément moins nul que la toute première apparition de Thor, qui était vraiment pas terrible. Russell Dauterman nous livre d'excellents dessins que malheureusement George Molina ne peut pas égaler. N'empêche, une bonne série à lire. JLA Extinction. Une version très condensée de l'event Final Night de DC Comics, sorti en 1996 et publié par Semic, un éditeur à qui je dois beaucoup de mon amour pour la firme aux 2 lettres. L'histoire est simple. Un manche-soleil arrive pour bouffer notre soleil à nous, et malgré leurs efforts, nos héros ne peuvent empêcher notre soleil de se faire bouffer. On assiste donc aux réactions et efforts pour survivre de chacun, jusqu'au sacrifice rédempteur d'un héros déchu qui réussira à redonner vie au soleil. Malheureusement, cette édition ne permet que de se faire une idée rapide de l'event, vu que bon nombre de l'actions se situe dans les tie-in, malheureusement absent de cette édition. Ce qui fait que je conseille la lecture de l'event, mais avec les tie-in, comme le Green Lantern numéro 81 qui manque atrocement, et laisse l'histoire un peu sans conclusion véritable. Néanmoins, ne serait-ce que pour une histoire sympa de Karl Kessel et surtout les dessins de Stuart Immonen, cette lecture vaut le coup,
Pensez juste à choper 2-3 tie-in. Aliens Dead Orbit numéro 1. James Tocco est pour moi un dessinateur au style graphique étonnant, mais détonnant. Et je le suis depuis un bon moment avec délectation. Et quand on a annoncé une série Alien avec ce type qui dessine Godzilla comme un dieu, j'ai fait banco. Et ce numéro 1 me donne raison, l'atmosphère est claustrophobique à souhait, l'équipage du vaisseau a l'air intéressant, les couleurs sont magnifiques, et tout le travail autour de la mécanique est sublime. En tant que fan d'Alien, c'est assurément une excellente vision d'un créateur sur l'univers, et je kiffe. Et j'espère que dans les prochains numéros, je surkifferai. Bane Conquest numéro 1. Le retour des créateurs de Bane sur une série de 12 numéros consacrés au lutteur qui a exercé tous ses muscles, y compris son cerveau. Et c'est plutôt pas mal. On y retrouve un petit feeling Knightfall, mais attention, Knightfall dans sa bonne partie, la première partie. On y retrouve les acolytes du vilain qui subissent même quelques petites réactualisations pas trop dégueulasses. Ce numéro semble porter des promesses qui, je l'espère, iront plus loin que le bref aperçu que représente ce premier numéro. Bref, affaire à suivre. Jane Grey numéro 1. Malheureusement, ce premier numéro fait le minimum sans vraiment chercher à en faire plus. On a le droit à un résumé de la situation qui n'explique pas grand chose à part les derniers événements, demandant donc un minimum de connaissances sur le personnage, qui a une backstory passablement compliquée et capillotractée. Un comble alors que le but apparent de ce premier numéro semble être justement de nous faire connaître le personnage avant les événements justifiant une série solo. Événement teasé à la fin du numéro et présent au cover tour, à savoir le Phénix qui vient faire coucou. Il serait temps de trouver au personnage un autre intérêt qu'une énième ressucée du Phénix et lui proposer une autre histoire que celle qui ne cesse, peut-être malheureusement, de renaître. Kingpin numéro 1 à 4. À son annonce, j'ai eu des doutes sur l'intérêt de la série. Son semi-prologue dans Civil War 2 m'a par contre convaincu, donc j'ai lu les 4 numéros sortis à ce jour. Et je les ai bien aimés. Car on nous fait suivre le caïd par une journaliste chargée d'écrire ses mémoires et qui donc découvre et nous fait découvrir comment fonctionne le caïd, être à multiples facettes jamais très éloignées l'une de l'autre. J'apprécie tout particulièrement la finesse d'écriture qui laisse au lecteur le choix de croire Wilson Fisk sincère ou pas. Les dessins sont malheureusement moins sauvages et percutants que lors de Civil War 2. Ce que je regrette, mais est compréhensible au vu du changement de contexte. Ici, le personnage que l'on suit ne fait pas partie du groupe du caïd, donc le caïd porte son masque de société la plupart du temps. Franchement, une très bonne série que je recommande chaudement. Batman The Shadow numéro 1. Who knows what evil lurks in the hearts of men? The Shadow knows. Le Shadow fait encore une fois un crossover avec Batman, après celui de 1973. Et si j'ai commencé par citer l'ouverture du show radio, c'est parce que le Shadow de ce comics me fait beaucoup plus penser à la version insaisissable du show radio qu'à la version héroïque développée dans d'autres séries comics. Dans cette histoire, on suit pour l'instant le point de vue de Batman enquêtant sur le Shadow et l'amenant à découvrir cet univers, sans que celui de la chauve-souris ne soit lui expliqué. Le but semble être donc de faire connaître le Shadow via Batman. Mais le peu d'explications données sur l'univers du Shadow peut perdre les gens qui ne sont pas habitués à cet univers. Donc c'est pas super réussi en fait de ce point de vue là. En tout cas, j'aime beaucoup le lien qui est fait entre l'éducation de Batman et le Shadow, vu que la toute première histoire de Batman était déjà un décalque d'un roman du Shadow. En définitive, un comics pas mauvais, mais qui sait pas encore trop où il va. Du coup, moi non plus. Youngblood numéro 1. Youngblood revient pour ses 25 ans, parce que pourquoi pas, après tout, le tout premier numéro fait partie des meilleures ventes du médium, donc non. Non, il semble y avoir plus que du simple mercantilisme derrière ce numéro qui souhaite montrer une évolution du super-héroïsme dont les actions sont notées par les utilisateurs comme aujourd'hui pour les restaurants, les hôtels et tant d'autres. Pourquoi pas? Et il faudra en voir plus quand même pour en juger, vraiment. Le numéro mélange nouveaux et anciens personnages de façon assez maîtrisée, ça marche pas mal et en tout cas clairement mieux que le tout premier numéro des 90s. Les anciens personnages sont mis sur des perspectives d'évolution intéressantes et pour que je dise cela de Bad Rock, croyez-moi, il faut y aller. Une histoire backup à la fin est scénarisée par Liefeld et flambons les 90s. Non, très franchement, une bonne lecture et j'en suis le premier à tenir. Superman A Nation Divided. Parce que Superman Red Son est loin d'être la seule fois où la navette du Kryptonien ne s'écrase pas là où il faut, ou bien quand il faut dans ce cas précis. En effet, ici, bébé Superman est bien tombé au Kansas, mais dans le passé, et se retrouve soldat pendant la fameuse guerre de sécession entre le Nord et le Sud. Est-ce que c'est bien ? Eh bien tout dépend de ce qu'on leur recherche. Niveau pouvoir de Superman et tout, on est dans le strict minimum. Voir le problématique avec Superman découvrant ses pouvoirs en plein champ de bataille, ce qui de fait est une incohérence assez frappante. Niveau guerre civile par contre c'est pas mal, il n'y a pas à avoir de connaissances plus poussées sur la période que dans un album des Tuniques Bleues.
donc ça va, hein. Et il est intéressant de voir le changement de certains liés à l'arrivée de Superman, avec une mention spéciale pour le général Caster. Une lecture sympathique d'un point de vue vision parallèle de l'histoire, mais moins marquante niveau Superman. The Ultimate numéro 7 à 12. Les deux numéros servant à mettre en place Civil War 2 ne sont pas follement palpitants, n'avançant rien du tout, et je me suis bien emmerdé. Et puis l'intrigue avec l'Infinote arrive, et je me rappelle pourquoi j'aime cette série. Des héros qui cherchent vraiment à rendre le monde meilleur. Néanmoins, la pause n'est que de courte durée, et Civil War 2 reprend ses marques en faisant se bastonner l'équipe, au moins pour des raisons crédibles, et l'intrigue à terme de la série qui continue à avancer, un petit peu. Mais il y a encore beaucoup à faire avec ce concept-là, pour les faire s'entre-déchirer seulement au 10e épisode. Et le pire, c'est que le dernier numéro nous montre comment on aurait pu éviter toute la baston entre super-héros, donc tout Civil War 2, et cela de façon intelligente. J'aime ce titre, sincèrement, mais Civil War 2 lui a clairement pas fait du bien. Heureusement que Galactus aménage une suite. Et voilà, c'est la fin de ce flash critique, et je parlerai de DC Rebirth un peu plus tard. Voilà, c'est un peu trop... C'était trop gros pour mettre ça dans flash critique. Néanmoins, j'en parlerai, voilà. En tout cas, à bientôt, salut!